Une malédiction dès la naissance. Le prix fut monstrueux. Dans les profondeurs de la forêt classée de Yabré, au centre de la Côte d'Ivoire, là où les baobabs centenaires murmurent encore les noms des ancêtres oubliés, une légende ne se raconte qu'à voix basse, après minuit, quand le vent du sud porte l'odeur de la terre mouillée et du sang séché. Les vieux du village disent que, il y a 7 générations, un féticheur nommé Kofi Nguessan avait conclu un pacte avec le génie des eaux noires, un esprit ancien qui dormait au fond de la lagune ébriée. En échange de la richesse et de la protection pour tout son lignage, le féticheur avait promis la première fille née de sa lignée directe. Pas un sacrifice. Une vie entière. L'esprit prendrait possession de l'enfant dès son premier souffle, et elle deviendrait son réceptacle, sa porte vers le monde des vivants. Kofi Nguessan avait cru pouvoir tricher. Il avait eu 7 fils, aucun fille. Il s'était cru malin. Mais les génies ne comptent pas comme les hommes. La malédiction avait sauté une génération, puis 2, puis 3, attendant patiemment que le sang de Kofi coule à nouveau dans un ventre de femme. Et un jour, il avait coulé. La grand-mère maternelle de l'enfant, une femme forte nommée Adjoa Kwadio, avait osé brûler le vieux fétiche familial lors d'une cérémonie évangélique à Boaké. Elle avait déclaré devant tout le village « Jésus a vaincu les ténèbres ». Les flammes avaient léché le masque en bois d'acajou sculpté au trait tordu, et on avait entendu un cri qui n'était pas humain sortir des braises. Depuis ce jour, les femmes de la lignée mouraient en couches ou accouchaient de choses qui ne vivaient pas. L'hôpital général d'Abidjan, au quartier de Trècheville, sentait la javel, le poisson frit du marché voisin et la peur. Les néons du bloc obstétrique grésillaient comme des insectes piégés dans une toile d'araignée. Il était exactement 3h33 du matin. La sage-femme, une baoulée solide du nom de Fatou Koné, qui avait mis au monde plus de 2000 enfants, tenait encore le dossier de la patiente quand les lumières ont explosé. Tout en même temps. Les éclats de verre ont plu sur le ventre ouvert d'Adjoa Kwadio, la mère, 24 ans, venue de Yabré pour accoucher, en ville, comme on disait. Le sang qui jaillissait n'était pas seulement rouge. Il était noir par endroits, épais, presque huileux, et il formait des motifs sur le carrelage blanc, des spirales qui tournaient dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Fatou a reculé, les mains tremblantes. Le cordon ombilical qui reliait encore l'enfant à sa mère n'était pas bleu. Il était noir, luisant, veiné comme une liane empoisonnée. Quand elle a voulu le sectionner avec les ciseaux stériles, la lame s'est effritée en poussière grise qui s'est envolée comme de la cendre. « Mon Dieu !» a murmuré Fatou. Mais Dieu n'était pas dans cette salle cette nuit-là. L'enfant est sorti sans un cri. Elle avait les yeux ouverts. Des iris gris presque blancs, traversés de filaments noirs qui bougeaient lentement, comme des vers sous la peau. Et dans sa bouche minuscule, déjà, une rangée complète de dents minuscules, pointues, d'un blanc éclatant. Elle a souri. Pas un rictus de nouveau-né. Un vrai sourire, calme, ancien, comme si elle reconnaissait quelqu'un dans la pièce. À 7h14, Adjoa a commencé à se vider de son sang. Les médecins ont transfusé 6 poches en moins d'1 heure. Le sang disparaissait. Littéralement. Il coulait, imbibait les draps, formait une flaque parfaite sous le lit, et s'évaporait en laissant une odeur de fer rouillé et de fleurs fanées. À 8h02, le cœur d'Adjoa s'est arrêté. Sur le moniteur, au lieu du tracé plat, on a vu une ligne qui dessinait un visage, 2 yeux, une bouche ouverte. L'image a duré 3 secondes avant de disparaître. Le père, Yao Kwadio, un chauffeur de taxi-gare à Adjamé, est arrivé à 8h40. Il n'a pas demandé à voir le bébé. Il s'est assis sur le banc en plastique du couloir, les mains jointes, et il a commencé à se balancer d'avant en arrière en murmurant des mots en baoulé ancien que personne ne comprenait plus. À 9h17, il s'est levé, a marché jusqu'à la fenêtre du 4e étage, l'a ouverte avec une lenteur cérémonielle, comme s'il suivait une chorégraphie apprise dans un rêve, et s'est jeté dans le vide. Son corps a heurté le bitume devant l'entrée des urgences. Pas un cri. Juste le bruit mat d'un sac de riz qui tombe d'un camion. Les témoins ont dit plus tard qu'un oiseau noir, très gros, avait tourné 3 fois au-dessus de lui avant de s'envoler vers le nord, direction Yabré. L'enfant n'avait toujours pas de nom. Sur le registre, l'employé a écrit « Fille Kwadio », puis a barré d'un trait si épais que le stylo a traversé le papier. Personne n'a osé lui donner un prénom. Les infirmières l'appelaient « la petite du 3 novembre ». Et encore, à voix basse. Les premiers jours ont été un cauchemar silencieux. La grand-mère paternelle, restée au village, a reçu l'appel à 11h. Elle a raccroché,
est allé dans sa cuisine en terre battue, a pris le vieux cordon du téléphone fixe, un modèle des années 90 qui n'avait plus servi depuis longtemps, et s'est pendu. Le nœud s'est fait tout seul. Quand les voisins ont défoncé la porte, ils ont trouvé son corps qui tournait lentement, et sur le mur, tracé avec son propre sang, un seul mot embaoulé, « Elle arrive ». Le parrain désigné, un cousin de Boaké qui travaillait dans une scierie, a perdu ses 2 mains le lendemain. La scie circulaire s'est allumée seule à 14h33 précise. Il jurait que la machine avait tourné vers lui comme si elle avait des yeux. Il a survécu, mais il ne parlait plus. Il dessinait seulement des spirales noires sur tout ce qui lui tombait sous la main. La marraine, une vendeuse de pagne au marché de Trècheville, a commencé à s'arracher les ongles un par un en murmurant « Elle me regarde à travers les miroirs ». Elle est morte 3 jours plus tard, une fourchette à dessert enfoncée dans l'œil gauche, le visage figé dans un rire silencieux qui a fait vomir le médecin légiste. Et puis il y a eu l'oncle, celui qui avait promis d'emmener l'enfant voir la mère à Assigny. Il s'est noyé dans sa baignoire à Yamoussoukro. L'eau ne dépassait pas 12 centimètres. Son corps mesurait 1,92 mètres. Les policiers ont trouvé des empreintes de petites mains sur les parois de la baignoire. Des empreintes de bébé. À 3 ans, l'enfant vivait encore. On l'avait confié à une tante adoptive à Yabré, dans la maison familiale en banco au toit de tôle. Elle ne parlait pas. Elle ne pleurait jamais. Mais quand elle voulait quelque chose, un fruit, un jouet, un couteau, les objets venaient à elle. Un couteau de cuisine est tombé du plan de travail, lame vers le haut, pile au moment où la tante passait. La lame s'est plantée dans son pied. La tante a survécu, mais elle a perdu 3 orteils et la raison. Elle répétait sans cesse, les yeux gris, il bouge la nuit. À 7 ans, elle a regardé sa tante dans les yeux pendant exactement 1 minute et 12 secondes. Le lendemain matin, la tante a été retrouvée assise à la table basse, les 2 poignets ouverts en croix parfaite. Le sang avait coulé en cercle concentrique autour d'elle, comme une cible. Le rasoir avait disparu. Personne ne l'a jamais retrouvé. Les villageois ont commencé à parler. Les griots anciens, ceux qui connaissent les histoires interdites, disaient que l'enfant était le réceptacle, promis au génie des eaux noires. Ils racontaient qu'autrefois, avant la colonisation, une fille était née exactement comme ça dans le même village. Elle avait vécu jusqu'à 19 ans, puis avait disparu dans la lagune en emportant avec elle 47 personnes. Depuis, le pacte attendait. Un marabout de Man, appelé en urgence par la famille restante, est venu avec ses coris et ses gris-gris. Il a passé la nuit dans la case de l'enfant. Au matin, on l'a retrouvé assis contre le mur, les yeux crevés, la bouche pleine de terre noire de la forêt. Sur son front, gravé avec un ongle, le même sourire que celui de l'enfant à la naissance. À 12 ans, elle est allée à l'école du village pour la première fois. L'instituteur, un jeune homme d'Abidjan nommé Thierry Conan, a voulu l'intégrer. Le premier jour, pendant la récitation de la table de multiplication, tous les crayons de la classe se sont levés en même temps et ont tracé le même dessin sur les cahiers, un visage aux yeux gris et une bouche pleine de dents. Le lendemain, Thierry a été retrouvé pendu à l'arbre à palabres avec sa propre cravate. Il avait écrit sur le tableau noir avant de mourir « Elle n'est pas seule. Il y en a d'autres dans l'eau ». Les rumeurs ont enflé. Des pêcheurs de la lagune ébriée disaient avoir vu, les nuits sans lune, une silhouette de petite fille marcher sur l'eau, suivie d'une ombre beaucoup plus grande, aux bras trop longs. Les chasseurs de la forêt rapportaient que les animaux évitaient un périmètre de 3 km autour de la maison en banco. Même les serpents mamba noirs, pourtant rois de la région, faisaient un détour. À 16 ans, elle a quitté Yabré. Personne ne l'a vue partir. Un matin, la maison était vide. Les voisins ont trouvé les fenêtres ouvertes, même en pleine saison des pluies. Sur la table, un seul objet, un masque baoulé ancien, celui que la grand-mère avait brûlé 20 ans plus tôt. Il était intact. Et il souriait. Aujourd'hui, elle vit dans une petite maison en dur aux abords du quartier de Marcory, à Abidjan, une zone que les taxis évitent après 22 heures. Les fenêtres restent toujours ouvertes, même quand l'harmattan souffle fort et que la poussière rouge envahit tout. Les oiseaux, surtout les corbeaux et les vautours, tombent du ciel et s'écrasent sur le rebord des fenêtres comme des offrandes. Les chats du quartier viennent mourir sur le perron, le ventre gonflé, les yeux grands ouverts sur quelque chose que personne ne veut voir. Elle n'a toujours pas de nom officiel. Sur tous les documents administratifs, il y a 3 lettres barrées et remplacées par un trait noir très épais, comme si l'état civil lui-même avait peur d'écrire.
Ceux qui l'ont connu et qui respirent encore, ils ne sont plus que 3. Un vieux griot aveugle de Yabré, une ancienne infirmière d'Abidjan qui a demandé l'asile en France, et un policier de la brigade criminelle qui a enquêté sur les suicides en série de la famille, disent tous la même chose quand on les force à parler, tard le soir, après plusieurs verres de koutoukou. Elle n'est pas humaine. Elle n'est pas un démon non plus. C'est pire. C'est comme si le génie des eaux noires s'était réveillé dans un corps de chair ivoirienne, et qu'il n'avait pas fini de grandir. Le griot aveugle, le vieux Ngoran, ajoute toujours la même phrase, en tremblant. Le pacte n'était pas pour une vie. Il était pour cette génération. Nous en sommes à la 7e. Et elle est la porte. Parfois, très tard la nuit, quand le vent tourne depuis la lagune et apporte l'odeur de vase et de sel, on entend un son qui vient de la maison de Marcory. Ce n'est pas un cri. Ce n'est pas un rire. C'est le bruit que ferait un cœur trop ancien, trop énorme, pour tenir dans une cage thoracique humaine, s'il essayait quand même de battre. Et ce bruit dit une seule chose, très clairement, à quiconque l'entend. Tu aurais dû me tuer le premier jour. Mais tu ne l'as pas fait. Alors maintenant, c'est moi qui décide du prix. Et le prix est toujours monstrueux.